Midi arrive. Le ciel semble stable. Pourtant, une machine invisible ralentit. Pas la lumière, pas la chaleur immédiate, quelque chose de plus profond. Et si le soleil tombait, presque silencieux, pendant 7 jours? Pas éteint, pas disparu, simplement anormalement calme dans sa physique. Plus d'éruptions majeures, presque plus de vent solaire, très peu d'agitation. Depuis le sol, personne ne court. C'est justement le problème. Le monde visible reste normal assez longtemps pour tromper presque tout le monde. La vraie question n'est pas « ferait-il froid tout de suite ?» La vraie question est « quelle couche du monde cède d'abord ?» Les premières minutes appartiennent aux observatoires spatiaux. Leurs instruments attendent des particules. Les chiffres chutent rapidement. Le vent solaire ne s'annule pas d'un seul coup. Mais il glisse vers un niveau inhabituellement bas. La lumière, elle, continue d'arriver normalement au début. Les photons partis plus tôt atteignent toujours la Terre. Le ciel reste bleu, les ombres restent nettes, les villes respirent. Aucun signal dramatique pour les passants, les routes, les fenêtres. Pourtant, au-dessus de l'atmosphère, la scène se réécrit déjà. La magnétosphère n'est plus autant comprimée par le flux solaire. Elle se détend, elle gonfle. Sa frontière recule différemment. Sur les cartes scientifiques, sa forme commence à changer. Vu du sol, rien n'indique ce basculement. Mais les satellites, eux, vivent exactement dans cette frontière. Pour eux, le silence solaire n'est pas un vide. C'est un nouveau régime physique, avec de nouvelles habitudes. Et les nouvelles habitudes sont dangereuses quand personne ne les connaît. Première heure. Les contrôleurs orbitaux ne regardent pas d'abord la température. Ils surveillent la haute atmosphère. Ce détail paraît étrange, mais il gouverne beaucoup d'orbites basses. Une partie du rayonnement solaire chauffe fortement les couches supérieures. Si l'activité baisse assez, cette enveloppe se contracte. Là-haut, l'air devient moins dense, moins gonflé, moins haut. Pour certains satellites, c'est une bonne nouvelle immédiate. Moins de traînées, moins de freinage, des trajectoires plus propres. Les engins très bas perdent soudain moins d'altitude. Les prévisions de retombées doivent changer rapidement. Les équipes au sol recalculent des tables entières. Même les débris spatiaux changent légèrement de comportement. Et ce détail, minuscule au début, devient énorme ensuite. Moins de traînées signifie moins de nettoyage naturel. Ce qui devait tomber attend plus longtemps au-dessus de nous. Le calme commence donc par prolonger le désordre. Une amélioration locale crée une dette globale. Les orbites paraissent plus stables. L'environnement, lui, devient plus encombré. Dans l'espace proche, la tranquillité n'est jamais gratuite. Puis surgit le paradoxe. Moins d'activité, plus d'incertitude opérationnelle. Le deuxième choc ne vient pas des machines visibles. Il vient du ciel radio que nous traversons sans le voir. L'ionosphère dépend fortement de l'énergie solaire. C'est elle qui guide, freine, déforme ou allonge certaines ondes. Quand le Soleil devient anormalement calme, sa structure se réorganise. Certaines fréquences voyagent mieux. D'autres deviennent nerveuses. Des liaisons longue distance changent sans avertissement spectaculaire. Des routes radio habituelles cessent d'être fiables. Ailleurs, des signaux vont soudain plus loin que prévu. Le calme n'aplanit pas les règles. Il les redistribue. Pilotes, marins, chercheurs polaires, stations isolées, tous voient des écarts. Et cela touche aussi l'outil discret de presque chaque trajet moderne. Le positionnement par satellite dépend d'un passage précis des ondes. Or, l'ionosphère déforme justement ce passage. Quand sa densité change, les modèles doivent être corrigés autrement. Par endroits, la précision s'améliore. Ailleurs, elle se dégrade sans scène spectaculaire. Un tracteur autonome, un cargo, un drone, un avion d'études. Chacun dépend d'une version stable du ciel invisible. La semaine silencieuse n'éteint pas ces systèmes. Elle les rend moins prévisibles, là où l'on attendait la routine. Et l'imprévu technique coûte cher avant même toute crise visible. Jour 1. Le grand perdant n'est toujours pas la température. C'est la météo spatiale économique.
Nos infrastructures sont surtout préparées aux excès solaires. Les ingénieurs craignent les tempêtes géomagnétiques, pas les semaines paisibles. Ils pensent en surcharge, en particules, en impulsion, en courant induit. Si le soleil se tait, ce risque chute fortement. Certaines équipes respirent mieux pendant quelques jours. Des satellites encaissent moins d'agressions énergétiques. Les aurores restent plus hautes. Les lignes électriques souffrent moins. Même les équipages en orbite basse gagnent un répit relatif. Beaucoup de stations habitées restent pourtant exposées. Le calme réduit certains dangers radiatifs liés aux grands événements solaires. Sur ce point précis, la semaine ressemble à une trêve. Et c'est là que le scénario devient plus étrange. Un monde construit contre l'excès n'est pas optimisé pour l'absence. Les modèles météospatiaux supposent un soleil vivant, fluctuant, bavard. Quand les valeurs tombent trop bas trop longtemps, les repères dérivent. Les prévisions perdent leur confort statistique. Les centres de contrôle deviennent prudents, pour une raison absurde en apparence. Pas parce que le ciel devient violent, mais parce qu'il refuse d'agir normalement. Le silence devient une donnée rare. Et les données rares font hésiter les systèmes humains. Jour 2. Parlons enfin du froid. C'est le premier réflexe de presque tout le monde. On imagine une terre glacée avant la fin de l'après-midi. Ce scénario est faux, du moins au début. Si la lumière continue d'arriver, l'inertie thermique domine. Les océans stockent une quantité gigantesque de chaleur. Les continents aussi gardent de la mémoire énergétique. Une seule semaine ne change pas instantanément la planète en congélateur. Paris ne devient pas une banquise. Tokyo ne gèle pas en bloc. Casablanca ne découvre pas la nuit polaire. Les mers couvrent la majeure partie du globe. Elles amortissent les variations rapides bien mieux qu'une plaine sèche. Les températures moyennes baisseraient, oui, mais modestement sur une période si courte. Les nuits deviendraient plus mordantes sur les terres intérieures. Les plateaux et montagnes réagiraient plus vite. Les vallées verraient des gels plus précoces avant l'aube. Les villes garderaient un peu de chaleur accumulée. Le contraste terre-mer se renforcerait localement. Et ce simple contraste change déjà beaucoup de choses. Brises côtières, brouillards matinaux, plafonds nuageux, inversion thermique, tout peut se décaler légèrement. Pas partout pareil, pas au même rythme, pas avec les mêmes conséquences. Les régions agricoles le remarqueraient très vite. Un petit froid répété au mauvais moment ruine parfois une récolte. Le silence solaire ne détruit pas la Terre en 7 jours. Il dérègle les détails dont dépend notre organisation quotidienne. Et souvent, les détails cassent avant les grands systèmes. Jour 3. Le ciel paraît plus sage, mais la Terre devient plus complexe. Regardons les aurores. Elles racontent presque toute l'histoire. Sans vent solaire puissant, elles s'affaiblissent fortement. Les rubans verts reculent vers les hautes latitudes. Des nuits arctiques redeviennent banales. Pour les touristes du Nord, c'est une déception. Pour les scientifiques, c'est une expérience rare. Les détecteurs de particules voient baisser une agitation familière. La haute atmosphère reçoit moins d'énergie venue du Soleil. Sa température change. Sa densité suit. On retrouve le même effet qu'au premier jour, mais amplifié par la durée. Après plusieurs jours, certaines orbites basses dérivent différemment des modèles standards. Pas énormément. Juste assez pour forcer des ajustements. Et chaque ajustement consomme du carburant, du temps ou du calcul. La tranquillité solaire finit donc par présenter une facture logistique. Depuis le sol, cette facture paraît abstraite. Dans l'espace, elle remplit des tableaux entiers. Les constellations de satellites vivent justement sur ces marges. Quand une marge se décale, des centaines de prévisions doivent bouger. Un décalage minuscule répété des milliers de fois devient soudain visible. C'est le genre de problème qu'aucune photo du ciel ne montre. Pourtant, il change déjà la manière de gérer l'orbite basse. Jour 4. Une conséquence plus discrète surgit encore. Le Soleil ne fait pas qu'envoyer de l'énergie. Il aide aussi à repousser une partie de ce qui vient d'ailleurs. Les rayons cosmiques galactiques rencontrent normalement un obstacle partiel, l'héliosphère alimentée par le vent solaire. Quand ce vent faiblit, ce bouclier lointain filtre un peu moins bien.
En une semaine, le changement resterait limité, mais détectable. Davantage de particules énergétiques pourraient atteindre l'environnement proche. C'est presque l'inverse du soulagement précédent. Moins de danger d'un côté, un peu plus de l'autre. Le soleil calme protège moins contre certains visiteurs invisibles. Voilà le retournement que peu de gens imaginent. Notre étoile n'est pas seulement une lampe. C'est aussi un videur cosmique imparfait. Quand il se repose, la porte filtre moins bien. Pour les passagers fréquents des hautes altitudes, l'effet resterait modeste. Pour certains instruments sensibles, chaque variation compte. Pour les missions lointaines, ces nuances deviennent une obsession permanente. Le silence du Soleil n'est donc pas une absence pure. C'est un échange de risques. Et les échanges de risques compliquent chaque décision technique. Faut-il profiter du répit local ? Faut-il craindre davantage ce qui pénètre de plus loin ? Le monde spatial adore les réponses nettes. Cette semaine n'en donnerait presque aucune. Jour 5. Les réseaux électriques vivent eux aussi une semaine paradoxale. Sans forte tempête géomagnétique, le risque classique baisse. Moins de courants induits dans les longues lignes. Moins de stress brutal pour certains transformateurs. Vu d'ici, cela ressemble enfin à une bonne nouvelle simple. Mais elle ne reste simple que de loin. Les opérateurs utilisent des repères bâtis sur des comportements connus. Une période exceptionnellement calme déplace certains seuils d'alerte et d'interprétation. Rien d'apocalyptique, beaucoup de recalibrage. Le vrai enjeu, encore une fois, c'est l'habitude. Nos infrastructures aiment les variations connues. Elles supportent parfois mieux la violence que l'étrangeté. Un événement brutal suit souvent des modèles étudiés. Un silence solaire extrême offre beaucoup moins d'exemples pratiques. Les ingénieurs détestent les zones sans historique, et cette semaine en créerait une immense. Même les assurances, les calendriers de maintenance, les marges opérationnelles changeraient. Pas parce que tout casse, mais parce que personne n'aime avancer dans le brouillard statistique. Le calme peut devenir coûteux simplement parce qu'il est rare. Jour 6. Une autre question apparaît, plus ancienne que nos machines. Les animaux sentiraient-ils quelque chose ? La réponse reste prudente, mais le soupçon mérite l'attention. Certaines espèces utilisent le champ magnétique terrestre pour s'orienter. Oiseaux migrateurs, tortues marines, peut-être d'autres encore. Si la magnétosphère se détend et si l'ionosphère change, certains indices environnementaux deviennent légèrement différents. Pas au point de provoquer un chaos visible, mais assez peut-être pour brouiller des repères subtils. Imaginez un ciel nocturne normal, sans éclair, sans drame, sans signal. Et pourtant, une carte invisible a légèrement glissé. C'est précisément le genre de changement que l'œil humain ignore, mais que des organismes spécialisés pourraient sentir. Ce domaine reste complexe, prudent, encore débattu. Pourtant, l'image est puissante. La planète paraît paisible, tandis que ses boussoles les plus fines hésitent. Dans les forêts, les vallées, les cols, rien ne semble anormal. Pourtant, l'orientation même du vivant pourrait devenir moins nette. Le plus troublant n'est donc pas ce que nous verrions. C'est ce que nous ne verrions jamais. Jour 7 approche. Et le plus risqué n'est peut-être pas le silence. Le plus risqué, c'est la fin du silence. Une semaine anormalement calme ne se termine pas forcément en douceur. Si l'activité solaire redémarre brusquement, même modérément, les systèmes doivent changer de régime une seconde fois. Les modèles réajustés pendant des jours changent encore. Les satellites replongent dans une atmosphère haute plus dynamique. Les communications retrouvent des irrégularités qu'elles avaient presque oubliées. Les aurores peuvent revenir comme un interrupteur relevé trop vite. Le vrai danger n'est donc peut-être pas l'absence elle-même. C'est la transition entre deux normalités incompatibles. Un monde humain adore les courbes lisses. Le Soleil, lui, peut offrir des seuils. Et un seuil mal anticipé produit souvent plus d'erreurs qu'une tendance lente. Pensez aux avions, aux navires, aux réseaux, aux constellations orbitales. Ils ne tombent pas tous en panne. Ils doivent tous recalculer en même temps. Et quand des milliers de systèmes recalculent ensemble, les petits décalages s'additionnent très vite.
Ce n'est pas un effondrement théâtral. C'est une cascade de corrections, d'hésitations, de marges réduites. Le genre de crise qui ne crie pas. Le genre de crise qui fatigue tout. Alors, après 7 jours, qu'aurions-nous vraiment appris? Que notre étoile ne gouverne pas seulement la lumière. Elle règle aussi des couches invisibles, des horaires orbitaux, des